Santé pour tous. Santé pour tous. Magazine médical, produit et présenté par Denis Echeuch. Bonjour. Comme chaque année, la journée mondiale sans tabac s'est tenue le 31 mai. Les conséquences du tabagisme ne sont plus approuvées et cette journée organisée dans le monde entier a donc mis l'accent sur les dangers du tabac pour la santé, puisque le tabagisme provoque actuellement la mort d'un adulte sur 10 sur la planète et que c'est la seconde cause de décès au niveau mondial. En cette période de pandémie, on a entendu tout et son contraire sur la relation tabagisme et Covid. Alors on en parle avec le professeur Nedia Mhiri Benrhoum, qui est professeur en pneumologie allergologie à l'hôpital Mondjislim de la Marsa, trésorière de la Société tunisienne des maladies respiratoires et d'allergologie, et le docteur Zoher Suissi, qui est pneumologue, qui est chef du service de pneumologie de l'hôpital de Silienne et qui est vice-président de la STMRA, également membre du comité national de lutte contre le tabac. L'actu santé. Dimanche 31, c'était donc la journée mondiale sans tabac. Je me tourne vers vous, docteur Zoher Suissi. Une journée mondiale sans tabac, pourquoi et quel était le thème choisi cette année? Donc cette journée mondiale de lutte contre le tabac, ou bien journée mondiale sans tabac, est toujours célébrée chaque année, le 31 mai de chaque année. Tout à fait. Cette année, le thème qui a été choisi, c'est protéger les jeunes de l'industrie du tabac et tous les nouveaux moyens de consommation du tabac tels que le tabac chauffé, le tabagisme par les cigarettes électroniques. Le nouveau moyen, c'est les joules, donc on dit. Ces nouveaux moyens qui contiennent de la nicotine sous forme de sel de nicotine et qui libèrent une quantité de nicotine assez équivalente à celle d'une cigarette. Donc actuellement, l'industrie du tabac est en train de se tourner vers les jeunes parce qu'ils sont en train de chercher de nouveaux consommateurs. Plus on fume la cigarette quand on est jeune, plus on va avoir plus de récepteurs nicotiniques et donc on va être plus dépendant par la suite. De plus en plus accro, tout à fait. Voilà. Donc cette année, le thème c'était protéger les jeunes contre les manipulations de l'industrie du tabac et empêcher de consommer le tabac et la nicotine. Donc c'est une journée on choisit toujours un thème chaque année. Donc pour pouvoir un peu sensibiliser tout le monde et puis rappeler que le tabac tue, que le tabac est grave et qui constitue un risque, surtout pour les pays en voie de développement, qui représentent pratiquement 80% de la population mondiale. Et on sait bien que le tabac, c'est responsable de la majorité des 5 des grandes maladies mortelles qui sont évitables et qu'il est toujours utile de le rappeler chaque année pour que les politiciens puissent mobiliser, pour que les citoyens, les sociétés civiles puissent se mobiliser pour empêcher qu'il y ait des dégâts avec ce facteur. Professeur Nedia Merhoum, selon l'OMS, le tabac est l'une des principales causes de mortalité dans le monde. Est-ce qu'on a quelques chiffres en fait? Justement, l'OMS qualifie donc le tabagisme comme étant la principale cause de mort évitable dans le monde. Et le problème, donc dans le monde, il y a 1 milliard de tabagiques environ et elle est responsable, le tabagisme est responsable chaque année du décès de 8 millions de personnes environ. C'est énorme. C'est énorme. En plus, il y a environ 7 millions qui sont directement qui sont tabagiques et en rapport avec le tabagisme actif. Mais il y a également donc environ 1 million qui décèdent en fait, qui ne sont pas tabagiques, mais c'est dû au tabagisme passif. Donc là, il faut bien savoir que le tabagisme ne tue pas seulement les personnes tabagiques, mais également l'entourage des patients tabagiques. Donc 1 milliard de fumeurs, 8 millions de morts par an. C'est terrible, c'est terrible. Alors pour comprendre les méfaits du tabac, on pourrait dire un mot de la composition du tabac? Le tabac, c'est une plante en fait. Cette plante, on la sèche et on la met dans des cigarettes, des cigares et tous les procédés. Cette plante contient, c'est-à-dire quand elle n'est pas brûlée, contient jusqu'à 250 produits toxiques. Et quand on fume la cigarette, qu'on allume la cigarette, on peut aller jusqu'à plus de 4000 substances toxiques. 4000? Ouais, plus même. Il y a même qui disent qu'il y a un chiffre de 6000 de produits toxiques existants dans le tabac. Il n'y a pas que ces produits toxiques, il y a également la nicotine. C'est une substance qui est responsable de la dépendance du tabac. Quand on fume une cigarette, on inhale la nicotine et cette nicotine qui va se fixer sur le cerveau et l'organisme va produire ces récepteurs. Ces récepteurs vont augmenter avec le temps de manière à ce que le sujet tabagique
puissent avoir une envie toujours pressante de fumer encore et encore de cigarettes. C'est la nicotine qui va induire accoutumance et dépendance. En fait. Voilà. On a beaucoup parlé de la nicotine en cette période de Covid. On y reviendra tout à l'heure. Mais la nicotine, c'est pas quelque chose de bon, puisque une goutte dans le bec d'un oiseau suffit à le tuer, on nous dit. Avec les cigarettes électroniques, on a remarqué qu'il y a pas mal de cas d'intoxication chez les enfants qui ont trouvé des petits flacons de liquide qu'on utilise dans les cigarettes électroniques qui contiennent de la nicotine, et il y en a pas mal de décès chez les petits qui arrivent à avaler de façon accidentelle ces liquides. Donc à part la nicotine, nous avons le gaz carbonique qui est émis par les cigarettes, le monoxyde de carbone. En fait, c'est un gaz qui a plus d'affinité par rapport aux cellules, aux hématies que l'oxygène, sont 20 fois plus. Donc, ce qui fait qu'il va prendre la place de l'oxygène. Et donc, imaginez que tous les tissus qui vont recevoir de l'oxygène pour pouvoir continuer leur métabolisme et pour pouvoir continuer nous donner de l'énergie, ces cellules vont recevoir plutôt du gaz carbonique. Alors, on va avoir des dégâts un peu partout dans l'organisme. Donc, une réduction du taux d'oxygène dans le sang. Réduction du taux d'oxygène dans le sang. Ça explique entre autres que les fumeurs soient essoufflés, qu'ils ne tiennent pas la route. Et même, ça se voit. Par exemple, la sujet qui est tabagique, le fait d'avoir un visage qui est plus vieux, c'est-à-dire que c'est des cellules qui sont parties, c'est des cellules qui sont parties, et ce qui explique un peu l'aspect extérieur. À part le monoxyde de carbone, il y a plusieurs substances toxiques. Il y a les goudrons. Il y a les goudrons, oui, c'est des goudrons qui sont connus pour être cancérigènes, qui sont responsables de pas mal de cancers parce qu'ils sont libérés dans le sang après avoir inhalé la cigarette, et dans le sang, ils vont partir à n'importe où. Donc c'est pour ça ce qui explique le nombre important de cancers qu'on trouve chez les tabagiques, c'est des cancers qu'on voit au niveau du poumon. Par exemple, le cancer du poumon, c'est 80 à 90% retrouvés chez les fumeurs. Donc ce cancer n'était pas existant avant. Actuellement, nos services de pneumologie sont actuellement tournés vers la cancérologie. Ils sont obligés de faire de l'oncologie parce qu'on a de plus en plus de cas de cancer du poumon dans nos services de pneumologie. Il y a les autres cancers, il y a les cancers de tube digestif, il y a les cancers tout type de cancer. Ouais. Il y a les irritants, ce qu'on appelle les irritants aussi. Les irritants qui sont responsables de la toux chez les tabagiques. Les tabagiques, on évolue rapidement, enfin petit à petit, progressivement, vers la bronchite chronique, qui est en rapport avec l'irritation des bronches. Et cette irritation au début, qu'elle est réversible, c'est la bronchite chronique simple, mais par la suite, on va avoir installation de spasmes bronchiques, et ce spasme va conduire à ce qu'on appelle la bronchopathie chronique obstructive. La fameuse BPCO. Voilà, qui évolue même vers l'insuffisance respiratoire et l'handicap respiratoire irréversible. D'accord. Et les cigarettes dites légères, parce qu'il y en a du coup qui se rattrapent sur les cigarettes légères en se disant c'est moins méchant. Ouais, le concept de cigarette légère a été fait suite à la production de cigarettes qui contiennent des micropores. Ces micropores sont censés libérer plus de fumée de tabac pour pouvoir diminuer le taux de goudron dans la cigarette. Sauf que en fait, ça a été testé sur des machines, mais l'homme n'est pas une machine. L'homme peut fumer quand il veut, peut augmenter sa consommation quand il veut. Donc, le tabagique, quand il fume une cigarette légère, il va avoir moins de nicotine. Donc, il va avoir tendance à fumer plus de cigarettes pour avoir le taux de nicotine dont il a besoin. Donc, c'est pour ça que l'industrie du tabac, elle a été interdite d'utiliser ce terme-là de cigarettes légères ou cigarettes light, compte tenu de l'absence de... On a bien compris, le tabac, c'est le tabac, quelle qu'en soit la forme, pipe, prise ou chiche, parce que chez nous, c'est la chicha qui elle va en poupe en Tunisie. Tout à fait. Et les gens pensent que c'est pas méchant la chicha. Elle est méchante, la chicha. C'est vrai que la chicha, les gens ont tendance à regarder ce flacon qui contient de l'eau et qui après avoir fumé... Qui sent bon aussi, parfois. Qui sent bon, bien sûr. Mais ce liquide qui devient de plus en plus jaune, ça les rassure en disant que tous les toxiques sont partis dans l'eau. Donc, ce n'est pas vrai parce que quand on fume une chicha, c'est l'équivalent de pratiquement 100 cigarettes pendant on fume une chicha pendant 1 heure. Ouais. Donc c'est aussi un facteur d'intoxication au gaz carbonique parce que imaginez qu'on est en train de fumer une chicha pendant 1 heure, la quantité de gaz carbonique qu'on va utiliser. Il y en a même des cas d'intoxication au gaz carbonique qui ont été rapportés dans des cafés ou dans des endroits qui ont été fermés et les gens fumaient de chicha. Le problème de la chicha, c'est aussi le fait que ça peut transmettre des maladies infectieuses.
Donc ça a été déjà démontré pour la tuberculose, pour l'hépatite, pour le... Bon, maintenant, ils mettent leurs embouts, je crois. Voilà. Ils ont leurs propres Ça embouts. suffit pas, parce que quand tu vas mettre l'embout buccal actuellement, tu vas changer, tu vas ramener le tien. Sauf que les virus, les bactéries, les mycoses également, les champignons, peuvent se localiser au niveau du tube et au niveau du flacon. C'est-à-dire actuellement, avec l'infection Covid qui circule actuellement, pour pouvoir désinfecter un chicha, il faut mettre 20 minutes et utiliser des antiseptiques pour pouvoir... Et encore, avec les irrégularités qui sont dans le tube, c'est difficile de désinfecter. Ah bah d'accord. Donc à éviter absolument. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Une C'est à raison de conseiller. plus. Une raison de plus pour ne pas fumer la chicha. Les méfaits du tabac, on peut peut-être les passer en revue chez le fumeur. Quels sont ces effets néfastes sur l'organisme, professeur Nadia Benarhouma? On compare en fait la cigarette à une usine chimique. Donc c'est une usine qui va produire la fumée de tabac. Et les constituants donc de cette fumée, donc il y en a des centaines, voire même des milliers, et qui vont donc être à l'origine du développement de nombreuses maladies. Et ces maladies donc touchent pratiquement tous les organes de notre organisme. Voilà, c'est pas que des maladies bronchopulmonaires, que ce soit bien clair. Non, bon, incontestablement, c'est le poumon et le cœur qui sont la cible numéro 1, mais on peut avoir donc des maladies qui touchent pratiquement tous les organes. Et je voudrais insister également sur le fait que ces maladies peuvent apparaître donc à n'importe quel âge, dans quel que soit le mode de tabagisme et quelle que soit l'ancienneté du tabagisme. Bien sûr, il y a des maladies qui sont plus graves que d'autres. Il y a des maladies qui vont s'installer de manière beaucoup plus lente que d'autres. Mais quand on fume, il faut s'attendre à ce qu'il y ait un impact donc, sur l'un des organes de manière donc, certaine. Alors, on détaille, si vous le voulez bien, les maladies cardiovasculaires. Pourquoi peut-être? Parce qu'on on me dit que la nicotine, elle augmente déjà les battements du cœur. Tout à fait. Voilà. Après inhalation d'une seule cigarette, les battements du cœur augmentent de 40% durant 40 minutes. C'est ce que j'ai trouvé. Vous me corrigez. La tension artérielle également. Voilà. Et remarquez bien que si jamais, après 20 minutes d'arrêt, donc on arrête de fumer pendant 20 minutes, on a remarqué que les battements du cœur et la tension diminuent. Donc les bénéfices de l'arrêt sont déjà immédiats. Très bien. Donc des troubles cardiaques chez le sujet sain qui fume des cigarettes, même les cigarettes sans nicotine. Ah oui, tout à fait. Donc ça va entraîner une tachycardie. Déjà, quand on a une tachycardie, ça donne une sensation donc désagréable, ça entraîne une instabilité de la tension artérielle. Et puis le principal effet, c'est au niveau des vaisseaux. C'est l'atteinte vasculaire en rapport donc avec le CO qui va sur le long terme, tout à fait, va entraîner donc des athéroscléroses, une atteinte surtout des artères coronaires. On sait que ce sont les artères nourricières du cœur. Et donc quand elles vont se boucher, qu'est-ce qui va se passer? Donc, ça peut aboutir donc, à une angine de poitrine, voire même des infarctus. Un infarctus du myocarde. Et il paraît que pour les femmes, le tabac qui est associé à la pilule, eh bien, à ce moment-là, on multiplie par 10 le risque d'infarctus. Tout à fait. Donc, à chaque fois qu'il y a le tabac associé à un autre facteur de risque, donc ça multiplie de manière considérable le risque d'infarctus. Et puis, donc, puis ça potentialise également l'effet cardiovasculaire d'autres pathologies comme le diabète, comme les maladies. Tout à fait. D'accord. Sans oublier également le retentissement. Il n'y a pas que le retentissement sur le cœur, il y a également le retentissement sur les artères des membres inférieurs. Donc là, ça va entraîner ce qu'on appelle des artériopathies oblitérantes. Donc les sujets, quand ils vont marcher, ils vont se mettre à avoir des douleurs, des crampes, ils vont être obligés. Donc là, le terme connu, c'est la claudication intermittente. Et puis même par la suite, ils vont commencer à avoir des troubles trophiques au niveau des membres, une froideur des membres, et parfois même, ça peut même aboutir jusqu'à des amputations. Donc là, on rigole pas, c'est
l'effet c'est des effets extrêmement graves. Donc, on a bien compris, toute une panoplie de maladies bronchopulmonaires, toute une panoplie de maladies cardiovasculaires, et justement, comme ça atteint les vaisseaux, des maladies ORL, ça peut toucher la vue, hein, il y a une baisse de l'acuité visuelle, il y a une baisse de la mémoire. Il y a une impuissance également chez les hommes. Oui, pourquoi on ne le dit pas assez, ça? C'est tabou Parce ou quoi? que c'est tabou, en fait, on n'en parle pas souvent, mais c'est une raison qui permet pas mal de gens qui vont entendre ça d'arrêter de fumer. Oui, donc on le dit bien, une diminution des capacités sexuelles et de la fertilité. Tout à fait, qui sont chez très la femme. fréquentes. Tout à fait. Voilà, Sans chez compter l'homme. les effets chez la femme enceinte et les chez effets chez les l'homme. enfants également. Oui, tout à fait. Chez l'homme. Sans rapport avec également l'effet vasculaire du tabac. Ce qu'il faudrait dire, c'est que dans les années 50, la cigarette, c'était un accessoire de séduction des héros hollywoodiens. Et aujourd'hui, on sait que ce tabagisme va augmenter les risques de troubles sexuels et va donc mettre en danger la fertilité masculine. Donc c'est plus du tout un accessoire de séduction, au contraire. Tout à fait. Voilà, dites-le vous bien, messieurs. On a parlé de ces méfaits du tabac, on le voit, qui sont nombreux. Et pour le tabagisme passif, il présente aussi les mêmes dangers ? Tout à fait, le tabagisme passif. On compte actuellement 8 millions de tabagiques qui meurent chaque année. Et parmi ces 8 millions, il y a 1,2 million qui meurent de tabagisme passif. Donc c'est le tueur masqué. Donc il faut savoir que quand on fume chez soi, avec côté des enfants, on expose ses enfants et sa femme, si jamais elle fume pas, à un risque d'apparition de maladies. Donc chez les enfants qui présentent des otites à répétition, qui présentent des surinfections à répétition, qui toussent, qui peuvent devenir des asthmatiques, ces enfants-là sont quelque part exposés à ce tabagisme passif. Donc il faut le savoir. Le tabagisme passif est aussi responsable de maladies cardiovasculaires, comme on l'a vu. Il est responsable également de cancers. Il y a des cancers c'est des patients qui n'ont jamais fumé, mais qui développent des cancers qui sont secondaires au tabac. Le fait d'avoir inhalé des particules et inhalé de la fumée de cigarette, soit dans leur lieu de travail, soit chez eux, quand on a quelqu'un qui fume dans la famille. D'accord. Oui. Il y a un autre effet dont on n'a pas parlé, c'est les infections respiratoires, justement, d'une manière générale, parce que le tabac et les infections respiratoires ne font pas du tout bon ménage. Oui, sans doute. Les personnes qui fument vont en quelque sorte fragiliser leur appareil respiratoire et ils vont également diminuer l'action des moyens de défense au niveau de l'appareil respiratoire, et ce qui fait que ce sont généralement des sujets qui vont faire des infections respiratoires à répétition, et justement ça pose un véritable problème, et ce sont des bronchites qui sont plus graves, qui vont traîner, et ceci concerne tous les agents pathogènes sans exception. Et on en a beaucoup parlé en cette période de pandémie de Covid, on va y venir dans quelques instants. Mais moi, ce que je voulais vous poser comme question juste avant, c'est que on sait scientifiquement qu'une cigarette, c'est 6 minutes de vie en moins, et qu'un fumeur perd environ 20 ans d'espérance de vie. En ce qui concerne les risques de contracter toutes ces maladies que vous venez d'énumérer, les individus sont-ils égaux ou est-ce que vont intervenir certains paramètres comme l'âge, le sexe, l'âge du début du tabagisme ? Tout à fait. Mais il y a également des facteurs génétiques. C'est-à-dire quand on fume, nous n'avons pas le même degré de nuisance chez les gens. Mais ça signifie pas qu'il faudra fumer quand on a... Parce qu'il y a certains qui vont vous dire que je connais quelqu'un qui a toujours passé sa vie à fumer, il n'a jamais développé de maladie. Oui. Donc c'est des contre-exemples qu'il faudra pas suivre. Tout à fait. C'est vraiment minime. Mais il y a également, on rentre dans notre sens également, des gens qui n'ont jamais fumé. Très sensibles au tabac. C'est des gens qui développent facilement des pathologies respiratoires chroniques sévères, un cancer rapidement même à l'âge jeune, et qui sont plus habilités. Donc il y a un facteur génétique qui existe déjà, que actuellement la science est en train de chercher pour pouvoir le déterminer, mais il faut le savoir. L'homme, il est plus habilité à faire plus de cancers, probablement parce que l'homme fume plus que la femme. On a plus de cancers de poumon chez l'homme que chez la femme. Il y a des facteurs génétiques, par exemple
l'atteinte du système cardiovasculaire, elle est également en rapport également avec un terrain particulier qui permet au développement de ces maladies cardiovasculaires et des vaisseaux. Il y a un facteur génétique, il y a un facteur, mais il ne faut pas prendre le risque parce qu'on n'a aucune notion que si jamais on a aucune certitude. Donc, c'est comme jouer la roulette, russe. Tout voilà. à fait. Par contre, on doit peut-être prendre en compte, professeur Benrhoum, on doit peut-être prendre en compte également les autres facteurs de risque comme l'obésité ou le diabète, la pilule, puisqu'il paraît que les facteurs de risque ne s'additionnent pas mais se multiplient entre eux. C'est terrible ça. Tout à fait, il faut prendre les facteurs de risque, mais on n'a aucune garantie de toutes les manières qu'on ne va pas tomber malade. On peut ne pas être du tout affecté du tabac et puis un beau jour, même à l'âge de 70 ans, développer un cancer du poumon. Donc là, parce qu'il y a des gens qui fument et qui ne se posent pas de questions, qui disent que bon, ça fait des années que je fume et je fume une grande quantité, donc ça ne m'a pas du tout affecté, il n'y a pas de problème. Mais en fait, on se rend compte qu'au bout d'un certain nombre d'années, eh ben, ils peuvent un beau jour faire, après 30 ans, 40 ans de tabagisme, faire un infarctus du myocarde ou bien faire un cancer du poumon. Et là, je rebondis également sur le cancer du poumon, parce que ça, c'est un cancer qui est vraiment effroyable. Pourquoi ? Parce il est méchant, on nous dit qu'il est méchant. C'est un cancer qui est très méchant, parce que là, on a vu qu'il y a des progrès en matière de traitement du cancer, mais le cancer du poumon, c'est le cancer le plus fréquent. C'est la première cause de mortalité par cancer dans le monde et en Tunisie, et le nombre de décès est pratiquement proche du nombre de cas. Donc c'est dire que le pronostic est effroyable. Et malgré ces dernières années, il y a eu beaucoup de progrès en matière de traitement, mais ça reste des traitements qui coûtent très cher, qui sont inaccessibles. Et il vaut mieux ne pas l'avoir, ce cancer du poumon. Tout à fait. Alors, tout à fait. On dira que le tabac est un tueur silencieux, mais efficace, tristement efficace. À la une. On le disait à l'instant avec vous, professeur Nadia Mhiri Benrhoum, ces derniers mois, on a entendu tout et son contraire sur la relation Covid et tabac, alors que des études ont prouvé que le tabac augmentait le risque de développer une forme grave de Covid-19. Et bien récemment, sur les réseaux sociaux, les fumeurs de crier victoire, car paraît-il, la nicotine les protégerait. Alors dites-nous, professeur, tabagisme et Covid-19, que montrent en fait les publications scientifiques ? Depuis le début justement de cette pandémie Covid, il y a eu une profusion d'études, et on était à l'affût de résultats, parce que cet ennemi terrible qu'on ne voit pas du tout et avec lequel qu'on ne sait pas gérer. Donc là, tout le monde attendait les résultats par rapport aux particularités de ce virus, par rapport surtout au traitement, par rapport aux facteurs qui pouvaient protéger de ce virus. Et donc tout était bon à prendre, et il y a eu une profusion d'articles, une profusion tout à fait d'études. Mais malheureusement, toutes ces études ne répondent pas à une méthodologie correcte, n'incluent pas un échantillon suffisamment important pour pouvoir tirer des conclusions fiables. Il y avait de nombreux biais par rapport aux populations, par rapport aux différents échantillons et les populations qui étaient comparées entre elles. Donc, ce qui est de toutes les manières, qui a toujours été admis et démontré, c'est que le tabagisme va altérer le système de défense respiratoire, et donc il devient beaucoup plus vulnérable aux infections, et justement le virus SARS-CoV-2 ne fait pas l'exception. Voilà. Donc, et c'est en fait tout le système immunitaire qui est altéré avec le tabagisme, et donc la réponse aux infections. Voilà, c'est les moyens de défense et les structures elles-mêmes qui sont modifiées par le tabac. Et qui rend le fumeur plus vulnérable. Tout à fait, et qui rend donc les bronches et les poumons plus vulnérables d'une part, sans oublier que le tabac va être à l'origine du développement de maladies qui elles-mêmes vont fragiliser le poumon. Donc tout ça font que le tabagisme va être un facteur d'augmentation de la fréquence des infections respiratoires chez les patients, et notamment, entre autres, la Covid
La Covid, c'est féminin, je sais pas pourquoi. Non, parce que ça vient de... C'est diseases. Voilà. Voilà. Diseases. Voilà. Diseases, donc maladie, donc féminin. Voilà. En fait, d'après les études, docteur Zalsuis, le tabagisme ne serait pas un facteur de risque de développer le Covid-19, c'est-à-dire on l'attrape pas plus, mais par contre quand on l'attrape, il est beaucoup plus méchant. Voilà. C'est ça finalement ce qu'ont dit les études. Tout à fait. Au début c'était plus clair. Au début on avait des séries de 55 000 cas qui ont démontré qu'en maladie Nelia que le tabac était responsable, à la fois d'avoir plus de facteurs de risque d'attraper la maladie Covid, et ça on le comprend par rapport à la fragilisation de notre système de défense local et général par rapport à ce virus. L'immunité. Et également par rapport à toutes les études antérieures, parce que nous avons des études qui ont été faites avant. On a plus de gravité chez les malades atteints de SARS-CoV-1, qui était en 2003. Oui. Et puis on avait des études chez les animaux, chez les rongeurs, qui ont montré que les rongeurs qui ont subi une inhalation de nicotine avaient du mal à se débarrasser des nicotines de leur poumon profond. Donc ça, on parlait de l'influenza, donc c'est pas le même virus, mais probablement que c'est apparenté. Donc actuellement, ce qui sort actuellement, au début, la première notion, c'est avoir plus de facteurs de risque de développer la maladie. Ça a été bouleversé par les nouvelles études ces nouvelles études qui étaient à faible effectif. Mais le problème, c'est que derrière tout ça, il y a toujours l'industrie du tabac qui a fait amplifier les résultats qui étaient faibles par rapport aux réseaux sociaux, ça a été diffusé longtemps, et dans les médias. Et donc les gens ont cru que le tabagisme n'entraîne pas. C'est-à-dire que si jamais vous fumez, vous êtes à moindre risque de développer l'infection Covid. C'est n'importe quoi. Voilà, c'est n'importe quoi. Et puis il y a certaines études qui se sont amusées à à rechercher l'effet des patchs de nicotine chez les patients. Parce que pour ces études, ce serait la nicotine en fait. Voilà, c'est la nicotine. C'était trop gros de dire que le tabac avec le goudron, avec tout ça, les protéger. On dit non, c'est la nicotine qui favoriserait une protection face au coronavirus. Mais quand même, les chercheurs sont prudents parce qu'ils disent bien dans leur conclusion, on ne peut pas le conclure, c'est beaucoup trop tôt. Il faut rester prudent, en particulier actuellement où beaucoup de choses sont dites. Voilà, donc pour l'instant, rien n'est prouvé. Tout à fait. L'OMS s'est réunie le 30 avril et a sorti un communiqué le 11 mai à l'occasion de cette journée sans tabac pour préciser les choses. Elle a réuni plusieurs experts dans tout le monde pour parler de ça. Et puis dans le rapport des experts, ils disent bien clairement que nous n'avons pas assez de travaux, assez de matière pour dire que le tabac protège contre l'infection Covid. Ce qui est actuellement admis dans tous les travaux, que le tabac va augmenter la gravité de l'infection Covid, donc c'est multiplié par 2 dans la majorité des travaux. Voilà, et puis ça c'est admis, c'est prouvé, on développe des cas sévères avec des symptômes sévères. Et puis ce qui est aussi admis, c'est le fait que les patients qui sont fumeurs évoluent plus vers la gravité, à être hospitalisés dans des unités de réanimation et intubés et ventilés donc sous respiration artificielle. Ça, c'est également admis. Donc finalement, de toutes ces études, qu'est-ce qu'il nous faudra retenir? Le fait que quand on est fumeur, le risque est augmenté de développer une forme grave de Covid-19 chez les fumeurs par rapport aux non-fumeurs. Ça, c'est prouvé. C'est admis, ça. Sinon, qu'est-ce qu'on peut retenir d'autre par rapport? Est-ce que ce ne serait pas aussi... on a plus de malchance d'attraper le Covid puisqu'on porte beaucoup la main à la bouche, on n'a pas de masque avec une cigarette, par exemple, non? Oui, parce qu'on sait bien que le virus se transmet par voie aérienne, mais quand on fume, on va transmettre également le virus par la cigarette. C'est-à-dire quand on touche une surface qui est affectée par le virus et puis on touche la cigarette et on met la cigarette dans la bouche, là on va avoir un deuxième facteur de transmission de la maladie qui est la cigarette. Donc on aura plus de chances de transmettre la maladie. Autre chose, c'est le fait de fumer. C'est surtout valable pour la chicha. Quand on fume la chicha actuellement, quand on est infecté, vous imaginez bien quand on expire de l'air de la chicha, c'est un air qui est dense, qui est assez important et qui peut aller jusqu'à 10 mètres. C'est pas comme une cigarette. Donc là, on n'est plus dans les distances de distanciation sociale de 1,5 mètre qui sont reconnues. Là, on est en train de pratiquement... Donc il faut surtout pas aller dans les cafés où on fume des chichas. Tout à fait, parce qu'il y a parce qu'on va... À la limite, s'ils peuvent pas se passer de leur chicha, qu'ils fassent ça chez eux. Tout à fait. Et c'est aussi valable avec les cigarettes électroniques également. Un sujet qui est atteint d'un Covid, quand tu fumes une cigarette électronique, la fumée de la cigarette électronique, elle est dense. Et puis là, il faut se mettre à côté de plus de 10 mètres pour ne pas être à risque d'être contaminé par un sujet fumeur de cigarette électronique qui est infecté.
Donc plus que jamais, pas de tabac dans les espaces publics. Ça doit être strictement interdit par la loi, là. Le problème qui s'est passé également au niveau de confinement, on a remarqué qu'il y a une augmentation de la consommation de tabac. Donc quand on est confiné, dans les études, ça paraît, par exemple, en France, ça a été multiplié par 27%, en Argentine par 40%. C'est beaucoup. Oui, on augmente en moyenne une consommation de 5 cigarettes par rapport à tous les fumeurs. Et donc là, le problème, c'est qu'on fume plus et on fume dans un espace confiné. Donc là, le tabagisme passif a plus de dégâts parce pour que les enfants, les notamment, dégâts, ouais. puis voilà. Du coup, si on est fumeur et que l'on veut se protéger du virus, c'est sans doute le moment d'arrêter de fumer. Tout à fait. Il faut profiter de cette infection pour pouvoir arrêter. Pourtant, c'est difficile d'arrêter de fumer pour les fumeurs. Pourquoi est-ce que c'est si difficile? Parce qu'il s'agit d'une dépendance. Vous êtes sous l'effet d'une drogue qui est le tabac. Avant, on disait pas que le tabac c'est une drogue, mais la nicotine c'est une drogue en fait. Quand vous n'avez pas la possibilité de vous débarrasser d'une molécule, c'est que vous êtes quelque part dépendant. Plus vous allez augmenter votre consommation de tabagisme, plus vous allez être dépendant. C'est pour ça que chez les grands fumeurs, ils sont incapables d'arrêter de fumer tout seuls. Ils ont besoin d'une aide pour pouvoir arrêter. Et cette aide-là, elle est dans les consultations de sevrage tabagique, dans lequel ils peuvent avoir une supplémentation en nicotine et une aide psychocomportementale pour pouvoir les amener à arrêter. Alors, les consultations de tabacologie, on en trouve un peu dans tous les hôpitaux, je crois oui, savoir. Pratiquement dans tous les hôpitaux. Il y a pas mal, même dans les dispensaires, il y a beaucoup de médecins qui ont été formés par rapport au sevrage tabagique pour permettre... L'État également donne les substituts nicotiniques de façon gratuite pour les aider. Donc le problème au niveau de l'infection Covid, c'est que pas mal de consultations ont été fermées et donc les gens ne sortaient pas. Et donc c'est pour ça qu'ils avaient du mal à être pris en charge par rapport à pour arrêter. Tout à fait. Là, les consultations reprises. Je sais que vous-même, professeur Nadia Benarhoum, vous étiez coordinatrice au sein de la cellule de crise Covid à l'hôpital Montgislim de la Marsa. Il y avait des consultations externes qui se faisaient et puis ça s'est arrêté d'un coup. Vous êtes pneumologue. Comment ça s'était passé avec vos patients finalement qui venaient plus consulter? Bon, je sais que beaucoup ont mis en place une ligne téléphonique pour pouvoir suivre leurs patients et puis qu'il y avait toujours les urgences qui fonctionnaient aussi. Tout à fait. Bon, là, on s'est organisé à l'hôpital Montgislim. Donc, il y avait la cellule de crise qui gérait en fait toute l'activité de l'hôpital en sachant qu'on a pratiquement arrêté toutes les consultations à froid. Mais en ce qui concerne la pneumologie, étant donné qu'il y avait l'hôpital Abderrahmane Memi qui avait donc fermé ses portes aux patients non Covid, donc là, automatiquement, tous les autres patients ont été répartis sur les différents services de pneumologie de l'hôpital Charles-Nicolle, de l'Arapta et de l'hôpital Montgislim. Et comme on était quand même disons relativement à proximité, donc là vraiment, on a bien carburé. Oui. Là, on a fonctionné, on avait un turnover très important. Bon, là, on a continué. Donc, nous avions les coordonnées de tous nos patients. Et parce qu'on prend même pour la consultation, on a le numéro de téléphone. Donc là, on a contacté tous les patients qu'on suivait. Donc tout à fait. Donc chaque médecin, du moins du service de pneumologie, avait la liste des patients qu'il suivait. Donc on les contactait par téléphone. Pour ceux qui ne voulaient pas se déplacer, donc on leur demandait de continuer donc le même traitement. Et pour les autres, donc ceux qui posaient problème, soit ils venaient consulter aux urgences, ou bien sur rendez-vous. Voilà, où on les voyait, donc moyennant des mesures de protection draconiennes. Donc vous deviez gérer et vos malades, et puis tous ces malades qui venaient des autres, qui étaient dispatchés sur tous les hôpitaux. Qui venaient de l'Ariana, qui venaient même parfois de l'intérieur, qui venaient de l'intérieur, parce que l'Ariana, l'hôpital Abderrahmane Memi draine beaucoup de patients des régions. Bien sûr. Donc là, on avait... Un peu comme les centres de Carcino pour... En plus, comme les patients ne voulaient pas consulter, avaient peur du Covid, donc souvent, ils consultaient dans des états
grave. Oui. Parce que bon, ils poussaient la chose, Ils attendaient jusqu'au en dernier espérant s'améliorer. Et puis un beau jour, là, quand les choses... Quand c'était plus possible. Quand ça va mal, exactement. Et donc là, on a vraiment eu affaire à des patients qui étaient dans un état critique. Tout à fait. On le disait à l'instant, hein, le mieux, ce serait peut-être d'arrêter de fumer, hein, puisque les bénéfices de l'arrêt du tabac sont quand même importants, on le verra tout à l'heure. Alors, quelles sont les différentes méthodes, les différents moyens à notre disposition pour arrêter de fumer, professeur Benrhouma? Tout d'abord, un conseil minimal qui est assuré par tout médecin praticien. Donc, chaque fois que quelqu'un, et quelle que soit sa spécialité, donc chaque fois qu'il y a un malade qui consulte, donc là, on va lui poser la question sur son tabagisme, et à chaque fois, bien sûr, qu'il est tabagique, on lui demande d'arrêter, et ça fait partie, donc comme on a dit que le tabac pratiquement interféré et était à l'origine de maladies pratiquement qui touchaient tous les organes, et donc tout médecin est concerné justement par ce conseil minimal et inciter de manière ferme le patient à arrêter de fumer. Donc il y a également des patients qui décident d'arrêter tout seuls. Donc un beau jour, sans avoir recours à une consultation spécialisée, ils prennent la décision d'arrêter de fumer. Bon, là, ça peut marcher, comme ça peut ne pas marcher. Et souvent, même s'il arrête quelque temps, c'est souvent suivi par une reprise du tabagisme, une rechute. Donc, on doit insister sur le fait que ce n'est pas grave, même s'il rechute, il faut pas qu'il perde espoir, et que c'est souvent le cas chez les tabagismes, et donc il faut toujours essayer d'arrêter, donc faire des tentatives. Dans le cas où ça ne marche pas, donc là, il doit bien sûr se faire aider et consulter donc pour une aide au sevrage tabagique. Il y a des moyens certains qui sont, disons, adoptés par certains, comme par exemple l'acupuncture, la mésothérapie, l'homéopathie, l'hypnose, etc. Donc ça, c'est des méthodes parallèles qui n'ont jamais démontré leur efficacité de façon certaine. Mais ça marche avec certains. Mais tout à fait, avec certains, ça peut marcher. Et tant que ça ne fait pas de mal, on peut toujours y avoir recours si le patient en ressent un certain bénéfice. Donc, quelles sont les méthodes qui sont là admises et disponibles tout à fait? Tout d'abord, donc, l'utilisation des substituts nicotiniques. Donc là, le fait de donner un apport en nicotine va permettre d'aider justement ce manque en nicotine, et parce que là, quand on fume, il y a la nicotine qui va directement au cerveau, et donc là, le manque de nicotine va créer justement les symptômes, l'agressivité, les mal de tête, la nervosité, etc. Et donc le fait de donner un apport de substituts nicotiniques, que ce soit par patch, que ce soit par des gommes, que ce soit même, il y a même des inhalateurs qui ne sont pas disponibles en Tunisie, mais qui peuvent être utilisés. Donc là, ça va petit à petit aider le patient à se sevrer de la nicotine. Donc l'idéal est de se faire suivre par un tabacologue ou bien un pneumologue, tout à fait, et qui va adapter justement cette dose, cet apport en fonction des besoins du patient. Parce que parfois il y a même des patients qui vont tout seuls spontanément s'acheter des patchs, mais en fait ils peuvent ne pas bien utiliser donc le mauvais dosage, et donc dans ce cas, soit ils sont sous-dosés ou bien surdosés. Et dans les deux cas, dans un cas c'est inefficace, et dans l'autre ça peut développer des symptômes. Et là j'ouvre une petite parenthèse, je me tourne vers vous, professeur de la Suisse. Il y a des gens, suite à ces fameuses études qui auraient été publiées sur les réseaux sociaux mettant en avant les bienfaits de la nicotine pour se protéger du Covid, qui ont été se ruer sur des patchs nicotiniques, voilà, comme ça. Et là c'est dangereux. Si on n'est pas fumeur et que tout à coup on se met des patchs de nicotine. Mais si on est en train d'utiliser un produit qui n'a pas été confirmé, parce que la littérature n'a pas été certaine, elle n'a pas certifié l'efficacité de la nicotine. C'est des données qui sont fragmentées, des données qui n'ont confirmé. Donc certains, c'est vrai, se sont amusés à acheter des patchs de nicotine directement au niveau des cigarettes. Donc la nicotine, elle n'est pas bonne pour les non-fumeurs. Donc actuellement, je crois qu'elle a été interdite pour la vente actuellement dans les pharmacies, donc on ne peut pas actuellement l'acheter. Donc il faudra une ordonnance y a suivi pour cela.
Donc, c'est pas confirmé. Ce qui a été rapporté, c'est l'efficacité, c'est que ça a empêché la fixation du virus sur son récepteur. Et donc, mais ça n'a pas été confirmé, ça n'a pas été prouvé, donc c'est en cours de vérification. Mais ce qui est sûr, c'est que si on doit donner un conseil aux fumeurs, c'est d'arrêter de fumer, parce que ça leur permet d'éviter toutes les formes graves de la maladie et de ne pas être amené à être hospitalisé. Et puis on le rappelle, quand on fume une cigarette, il n'y a pas que de la nicotine, il y a plein d'autres, on va rester poli, mais plein d'autres méchantes choses. Bien sûr. Et puis on va induire une certaine dépendance. On va prendre la nicotine alors qu'on n'a jamais pris de cigarette. Alors, pour arrêter de fumer, donc les différents moyens pour stopper la consommation de tabac, donc la plupart s'appuient sur l'absorption de nicotine pour suppléer le manque afin de sevrer peu à peu l'ancien fumeur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre par rapport à ce que nous a cité professeur Valrhoma? À part les substituts nicotiniques, nous avons d'autres produits qui agissent également sur le facteur de dépression. Nous n'avons pas de ces produits ici en Tunisie. Il y a les analogues de la nicotine, je dirais pas le nom, mais on l'a pas non plus actuellement. Mais ceci dit, les substituts nicotiniques sont largement suffisants. À part le traitement médicamenteux, il y a la prise en charge psychocomportementale. Donc, psychocomportementale, donc il y a une dépendance c'est des automatismes qui se créent sur le tabagique. Quand on regarde un match, on prend une cigarette, quand on est content, on fume, quand on est irrité, on fume. Donc c'est des automatismes qu'il faudra pouvoir les enlever, aider le tabagique à s'en débarrasser pour pouvoir ne pas fumer parce qu'on est mécontent, ne pas fumer parce qu'on est content. Heureux, voilà, tout à fait. Il y a la fameuse cigarette électronique. Alors il y a les pour et il y a les contre. Il y en a qui disent de toute façon, non, même l'OMS avait dit de toute façon non, il vaut mieux éviter. Elle était catégorique, l'OMS. L'OMS était catégorique, mais il y a d'autres scientifiques qui disent de toute façon c'est quand même moins mauvais que la cigarette en elle-même dans un premier temps. Nous, on serait content d'avoir une cigarette électronique qu'avec de la nicotine. Le problème de la cigarette électronique, c'est qu'à part la nicotine, elle contient d'autres choses. Elle contient du glycérol, elle contient des produits, peut contenir également des additifs qui sont également cancérigènes, qui sont responsables d'irritation. Donc, s'il n'y avait pas tout cela, on aurait un aérosol avec la nicotine seulement, qui permet d'avoir une certaine concentration de nicotine équivalente à la cigarette classique. Ça va aider beaucoup dans le sevrage. Parce que ça nous permet d'éviter le syndrome de manque qui se retrouve chez les tabagiques et qui est à l'occasion de l'échec, qui est responsable de l'échec des tentatives de sévrage. Donc, la cigarette électronique, elle ne contient pas que de la nicotine, elle contient autre chose. Et puis, quand elle est prescrite, quand elle est fumée, dans un but d'arrêt du tabac, elle n'est pas prise en charge par un professionnel qui permet de les accompagner. Tout à fait. Donc, beaucoup ont arrêté de fumer et qui ont continué à fumer de la cigarette électronique. Beaucoup n'ont pas arrêté de fumer, ils sont en train de fumer les deux, en fait. Cigarette électronique et cigarette classique. Les études actuelles n'ont pas prouvé que la cigarette électronique est dénuée de risques. Pas mal de risques qui sont actuellement relatés, les risques cardiovasculaires, les risques respiratoires. Mais quand même moindres qu'avec la cigarette classique. Ils sont certainement moindres. Avec la chicha. Mais de toute façon, quand vous apprenez que vous avez des goudrons dans les cigarettes, des produits toxiques et cancérigènes dans les cigarettes électroniques. Il n'y a pas de seuil pour une cellule de développer un cancer. Quand vous avez un produit cancérigène, quand il existe quelque part dans vos cellules, il peut être responsable d'un cancer. Donc, le cancer part d'une cellule, il part pas d'un poumon. Donc si cette cellule va développer un cancer, c'est tout l'organisme qui va le développer. C'est bien clair. En plus, on n'a pas suffisamment de recul avec la cigarette électronique et on ne connaît pas ses effets à long terme. Donc, on ne peut pas vraiment la recommander comme étant un moyen... Voilà, on ne peut pas faire une ordonnance tout à fait, recommander. Son innocuité n'est pas... D'accord. Et puis même dans les travaux actuellement, ça n'a pas été démontré clairement que la cigarette électronique a été efficace dans le sevrage tabagique. D'ailleurs, l'OMS qualifie la cigarette électronique d'incontestablement nocive, mais probablement moins toxique que la cigarette. Donc ça reste toujours des hypothèses et on est encore dans le flou. On l'a bien vu, le thème choisi cette année pour la Journée mondiale sans tabac, c'était un thème tourné vers les jeunes, vers la jeunesse. Alors, dans les mesures préventives, peut-être qu'il faudrait déjà s'adresser aux jeunes pour qu'ils ne fument pas leur première cigarette dès le jeune âge. C'est important. Nous, ce qu'on avait constaté actuellement chez nous en Tunisie, c'est l'âge de la première cigarette est devenu de plus en plus bas.
C'est-à-dire que pas mal d'adolescents actuellement se tournent vers le tabac alors qu'ils ont 11 ans, 10 ans actuellement. Ouais, ça descend jusqu'à 9 ans. 9 ans. Ouais. Et donc là, quand on commence jeune l'intoxication tabagique, on finit par avoir les maladies qui sont déjà dont on a parlé plus précocement. Actuellement, dans nos services, on est en train de voir des patients atteints de cancer du poumon. Avant, le type même d'un patient atteint de cancer du poumon, c'est à partir de 60 ans, c'est des sujets âgés. Actuellement, on commence à voir des cancers du poumon chez les sujets de 45 ans, les BPCO également chez les plus jeunes. Et donc, l'industrie du tabac, avec toutes les freins que les lois ont obligé l'industrie du tabac pour limiter sa vente des produits de tabac, a fait qu'elle est en train de se tourner un pour les jeunes et deux pour les pays qui sont en voie de développement. Parce que des pays où il n'y a pas beaucoup de lois qui protègent. La législation est moins forte. La législation forte. est moins forte. Donc, c'est pratiquement la cible des... Alors, pour les jeunes, à part le tabac, ils sont en train de se tourner vers les produits, les dérivés, c'est le tabac chauffé et les cigarettes électroniques. Et ils sont en train de présenter des formes. Par exemple, le Joule, par exemple, c'est un petit, c'est comme une clé USB. Clé USB. Vous allez charger votre cigarette avec la clé USB et vous allez fumer. Donc, et c'est vous allez voir que les jeunes sont contents de présenter leur propre clé USB sous forme de cigarette. Et puis, il y a aussi pas mal de sites web actuellement avec les médias sociaux, avec Facebook, avec tous les réseaux sociaux, dont les jeunes suivent. Qui détournent la législation de toute façon. Et quand on regarde le nombre impressionnant de sites qui ont été faits pour la promotion de cigarettes électroniques, de nouveaux procédés, l'IQOS, le Joule, donc c'est impressionnant. Et donc c'est pour ça que l'industrie du tabac, actuellement l'Organisation mondiale de la santé, voulait tirer une sonnette d'alarme par rapport à cela et a choisi comme thème principal de cette journée la prévention, surtout chez les jeunes. Quels seraient alors vos conseils, vos recommandations à l'attention de nos auditeurs qui vous écoutent, que ce soit pour les fumeurs ou les non-fumeurs? Pour les fumeurs, il faut arrêter de fumer. On gagne toujours quand on arrête de fumer, même à la première 20 minutes. Il y en a qui disent, pour un fumeur, voilà, il n'y a pas avantage à arrêter de fumer quand on fume depuis de longues années. Alors certains disent, oh, ça fait déjà 20 ans que je fume, c'est trop tard maintenant, le mal est fait. Est-ce que les dégâts dans l'organisme sont réversibles? Il y a des dégâts qui sont réversibles. Par exemple, au bout de 10 à 15 ans, le risque cardiovasculaire revient pratiquement... Au bout de 10 à 15 ans où on a éteint sa dernière cigarette. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a moins de risque de faire d'un cancer du poumon, d'un accident vasculaire cérébral, il y a moins de risque de faire un infarctus du myocarde, des problèmes vasculaires au niveau des membres inférieurs, etc. Il y a des bénéfices qui sont immédiats. Il y a des bénéfices qui sont immédiats, bien sûr. Comme à 20 minutes, on va diminuer notre rythme cardiaque et notre stabilisation de tension artérielle. Au bout d'une semaine, on commence à ressentir, à reprendre nos sens. C'est-à-dire, on va mieux sentir les choses et on va également avoir... Ça, c'était l'un des symptômes du Covid-19. C'est l'un des symptômes où on perd l'odorat et le sens olfactif, la gueusie. Voilà. Donc, un fumeur, au bout d'une semaine, de 2 semaines, il commence à sentir mieux. Il va avoir plus tendance à manger, à éprouver du plaisir en mangeant, etc. Donc, il reprend sa vie. Alors, il y en a qui disent, moi, je veux pas arrêter de fumer parce que ça va me faire grossir. C'est pas le fait d'arrêter de fumer qui fait grossir, c'est le fait qu'on essaie de compenser ce manque en se tournant vers la nourriture. Parce qu'avant, quand on perd le goût, enfin les sentiments du goût, on n'a plus envie de manger. Et quand on reprend le goût, donc on va avoir tendance à plus manger. Il y a plein de bonnes choses sur Terre à manger. Et puis on sait bien que le tabac, c'est un facteur d'anorexie. Donc quand on arrête de fumer, on va reprendre notre appétit habituel, en fait. Normal. Et là, on va avoir tendance à plus manger. Mais ça, c'est pas compliqué parce qu'on pourra faire du sport, on va essayer de savoir ce qu'on est en train de manger, diminuer notre apport en graisse et en glucides, et puis on risque de ne pas prendre ces kilos-là. Donc c'est facile à récupérer ces 3 kilos, à 3 à 10 kilos. Donc les bénéfices de l'arrêt du tabac sont importants. On en est sûr. C'est important, c'est certain. Et puis, les objectifs, en fait, sont différents en fonction de l'âge. Quand on est jeune, l'objectif, c'est de ne pas tomber malade.
de prévenir l'installation de maladies. Et puis, à partir d'un certain âge, donc quand on a des maladies qui se sont déjà installées dues au tabac, donc là, c'est de justement éviter l'aggravation, parce que si on s'arrête pas, automatiquement, les choses vont s'aggraver. Et puis, c'est que quand on s'arrête, il y a des bénéfices qui sont immédiats. C'est que quelqu'un, par exemple, qui avait un handicap respiratoire, qui ne pouvait pas bouger, qui ne pouvait pas se déplacer, qui ne pouvait pas s'habiller, quand il va s'arrêter de fumer, il peut ressentir justement ce bénéfice et pouvoir il pratiquer retrouve son souffle. Tout à fait des petits gestes de la vie quotidienne et avoir un peu plus de goût à la vie en retrouvant une petite autonomie. Et en plus, le message, c'est que s'il ne s'arrête pas de fumer, incontestablement, les choses vont aller de mal en pis. Un an, on diminue le risque d'avoir un infarctus du d'arrêt myocarde. du tabac. L'arrêt du tabac diminue de moitié. De moitié. De moitié, un an déjà. Ouais. Ouais. Déjà, et donc c'est important. Bah oui. Et par rapport aux autres pathologies également, le cancer du poumon, 5 ans après la dernière cigarette, le risque de cancer du poumon diminue également par moitié. Et puis, il y a au moins un bénéfice esthétique, même si on n'est pas touché par le tabac, Donc, quand on arrête de fumer, là, c'est clair. Donc, les gens qui fument ont un teint grisâtre, ont les lèvres qui sont bleues, Les bouts des ils doigts ont l'air, jaunes. tout à fait, les bouts Les des doigts rides, jaunes, et une haleine. Et donc, quand ils s'arrêtent de fumer, donc là, au bout de quelques jours, on peut même s'en rendre compte, ils deviennent beaucoup plus lumineux, même le regard change. Et là, c'est... Le regard qui c'est- pétille. Tout à fait, On le constate tout à déjà fait. dans nos consultations. Tout à Quand on fait. va les Donc, malades, quand on les revoit après un mois, ils sont différents. Ils n'ont pas le même Ils ont aspect. bonne mine. Bonne mine. Et Ils ont des eux-mêmes, ils couleurs. s'en rendent compte. Ils s'en rendent compte. Ouais, on leur Donc au dit. début, c'est vrai Ouais. qu'il y a une certaine difficulté à arrêter, mais au bout du compte, quand ils reviennent, parce qu'il y a des gens qui n'arrêtent pas, n'arrivent pas à arrêter, et puis un beau jour, ils tombent malades, et là, ils vous disent, j'ai détesté le tabac, je n'en veux plus, et ils sont vraiment contents, ils regrettent les années perdues, et donc c'est pour ça qu'on conseille d'essayer de faire l'effort pour arrêter de fumer le plus précocement possible, et il y a toujours un bénéfice avec le sevrage, quel que soit l'âge. Vos recommandations générales? La première recommandation de ne pas fumer. C'est d'arrêter de fumer. La deuxième, La ne pas deuxième. fumer. La troisième, ne pas fumer. La moitié des fumeurs pensent toujours arrêter. Il n'y a pas de fumeur qui vous dit que j'ai jamais pensé arrêter. Il y a toujours, on peut pas, on a toujours des symptômes quand on est fumeur. Soit on est essoufflé quand on va faire un effort, et puis soit on sent mauvais. Donc, les gens ont toujours envie d'arrêter. Le problème, c'est que, il y a le handicap, c'est l'accoutumance, en fait, la dépendance au tabac. Et puis, il faut savoir qu'il y a des consultations, des de sevrage qui peuvent aider. Il y a des médicaments qui peuvent aider. Il faut s'aider d'un spécialiste pour pouvoir arrêter, surtout quand on est grand fumeur. Et il faut profiter de cet épisode, de cette maladie actuellement qui sévit entre De la nous. pandémie de La pandémie Covid-19. de Covid, pour pouvoir éviter tous les risques et arrêter de fumer. Il y a toujours des choses à gagner, tel que soit le niveau, tel que soit le moment où on arrête. Il y a certains qui vous disent, par exemple, que j'ai des amis qui ont développé des pathologies en arrêtant de fumer. En fait, toutes ces pathologies que tout le monde développe, c'est en rapport avec le tabac qui était déjà fumé, qui a toujours une période de latence par rapport au Voilà. développement de C'est cette pas parce maladie-là. qu'ils ont arrêté de fumer que la C'est pas maladie parce s'est qu'ils ont arrêté, développée. tout à Non, elle fait. allait se développer de toute façon. Voilà. Elle laisse développer. Donc, mais en arrêtant, on va empêcher l'apparition d'autres maladies qui risquent de se développer par la suite. Et vos recommandations à vous, professeur Benarhouma? Ma recommandation s'adresse aux autorités parce qu'il faut qu'il y ait une sensibilisation à l'échelle collective pour arrêter de fumer, pour interdire justement le tabac, parce que malgré, il y a des efforts qui sont déployés de la part du ministère de la Santé, mais ça reste insuffisant. Donc, Et puis il on faut a des qu'il y ait- lois, mais qui ne sont pas appliquées. Tout à fait, les lois ne seront pas appliquées. Il faut que l'action de sensibilisation touche les tout petits, parce que là, souvent, il y a des campagnes, il y a au niveau des lycées, mais là, c'est déjà un peu tard, parce qu'on sait surtout qu'il y a un âge
à l'adolescence où on est au contraire à la recherche de l'interdit. Et donc il faudrait que ce soit fait à des âges très jeunes et précoces. Fais pas ci, fais pas ça. Fais pas ci, fais pas ça. Des gestes à éviter en matière de santé. Fais pas ci, fais pas ça. Et nous en arrivons à la troisième partie de cette émission, le fameux « fais pas ci, fais pas ça ». En tour de table, je vais vous demander de tirer la sonnette d'alarme sur des habitudes à proscrire en matière de santé, des mauvais gestes, des attitudes qui peuvent entraîner des conséquences graves pour la santé, peut-être par rapport à cette période que nous vivons particulière, en cette période de pandémie de Covid-19. Alors je commence avec vous, professeur Joël Suissi. On a remarqué ces derniers temps, avec toutes les recommandations de distanciation sociale, de port de masque, qu'il y a un certain relâchement au niveau de la population. C'est une fausse assurance que nous soyons épargnés de ce virus qui continue toujours à être grave dans beaucoup de pays. Donc nous ne sommes pas un pays qui est épargné de cette maladie-là. Nous sommes toujours sous le risque de développer une pathologie plus grave en seconde vague. Il faudra que tous les citoyens soient conscients qu'il faudra se protéger, porter des masques tous les jours, respecter les mesures de distanciation sociale, et puis éviter de contaminer les autres, surtout chez les sujets âgés, les sujets portant des morbidités cardiovasculaires, etc. Et donc, il faut toujours rester vigilant parce que nous ne sommes pas encore épargnés de la survenue d'une deuxième vague plus mortelle. Fais pas ci, fais pas ça. Professeur Ben Houma, votre fais pas ci, fais pas ça. Moi, je dirais maintenant, avec l'ouverture des cafés et des restaurants, la vie normale, disons, va reprendre son cours. On a déjà compris qu'il fallait pas du tout aller dans un café où il y avoir plein de fumée. Que ce soit fumée de cigarette ou fumée de chicha, parce que là, c'est la catastrophe. Et surtout, par rapport à la chicha, il faudrait être très vigilant par rapport à ça. Éviter donc d'en consommer. Il ne faut pas qu'il y ait donc un partage de chicha entre les mêmes personnes. Donc non seulement pas un partage de chicha, mais ne pas être dans un endroit où des gens fument la chicha. On explique pour les auditeurs qui viennent de nous rejoindre en cours de route, parce qu'ils n'ont peut-être pas suivi depuis le début, pourquoi, qu'est-ce qui se passe avec la fumée de la chicha, professeur Suissi? La fumée de la chicha, d'abord, il y a un risque de contamination entre les fumeurs de chicha, en se partageant de la chicha. Et puis, il y a également le risque d'être dans un endroit clos. En général, on est dans un café, dans le climat moi, je suis non aéré. Je viens juste pour aller acheter une bouteille d'eau, et je rentre dans ce café. Donc, je fume pas, ni rien. Mais il y a de la fumée de chicha tout autour de moi. C'est un environnement qui risque d'être saturé en virus. Parce que avec l'inhalation qui sort, on peut avoir des particules virales. On sait bien que les particules virales se transmettent par aéré, ils sont en suspension dans l'air. Donc il y a de possibilités quand on est dans cet endroit qui est exigu, qui est mal aéré, de respirer cet air-là et d'être contaminé par des virus qui risquent de circuler dans cet endroit. Et puis les gens qui fument ne portent pas le masque. Bien sûr, tout à fait. Parce qu'ils ne supportent pas le masque aussi, parce qu'ils ont du mal à respirer, donc ils ont du mal à porter un masque. Alors merci à tous deux, notre émission touche à sa fin. Merci donc à nos invités, le professeur Nedja Mhiri Ben Houma, qui est professeur en pneumologie et allergologie à l'hôpital Mongislim de la Marsa, trésorière de la Société tunisienne des maladies respiratoires et d'allergologie, la STMRA. Merci au docteur Zoé Suissi, pneumologue, chef du service de pneumologie de l'hôpital de Silienne, vice-président de la STMRA et membre du comité national de lutte contre le tabac. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Wefé Bouzaïd qui a assuré la prise de son. Et puis, bonne santé à tous. Santé pour tous. Magazine médical, produit et présenté par Denis Echeouch.